Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Teranga Sénégal. Aujourd'hui nous avons comme thème le guidage, un métier qui est phare dans le secteur du tourisme. Et pour cela nous avons invité M. Serigne Lo, qui est le vice-président de l'Association nationale des guides du Sénégal. Il est par ailleurs le président de l'Association des guides de la région de Thiès et de Diourbel. Bienvenue Michel Lo dans l'émission Teranga Sénégal. Merci beaucoup, merci de nous accueillir, merci de nous donner l'opportunité de parler de ce métier qui est le guidage. Donc Michel Lo, qu'est-ce que c'est que ce métier qui est le guidage? D'accord. Alors je pense que le mot guidage, le terme en tant que tel, est mieux traduit à travers cette assertion qui dit que voyager, c'est aller de soi vers soi en passant par les autres. C'est extrêmement révélateur du rôle du guide de tourisme. Alors pour exprimer cette idée-là, on vous dira tout simplement que le guide est un ambassadeur. Son rôle, c'est de montrer son pays sous son meilleur jour. Donc dans la chaîne des valeurs du tourisme, l'un des maillons les plus importants, c'est le guide de tourisme. Donc c'est vraiment une belle occasion que vous nous offrez à travers ce plateau de parler de ce beau métier, mais qui n'est peut-être pas trop connu du grand public. Donc rien que pour ça, au nom de toute l'association, alors nous vous remercions par rapport à cette invitation. Donc vous avez tantôt dit que le guide c'est l'ambassadeur de son pays. Et si on fait vraiment un recoupage, on verra que le guide est au début et à la fin du voyage du touriste. Donc comment doit se comporter un guide? Ben, quand on dit que c'est l'ambassadeur, ça veut tout dire. Mais en plus d'être ambassadeur, le guide est patriote. Donc c'est quelqu'un qui aime son pays et qui va devoir, pour le temps que va durer le séjour du touriste, être en mesure de représenter dignement les 15 millions de Sénégalais. Vous voyez que c'est une tâche qui est immense. Ça veut dire donc que le guide, en termes de comportement, en termes de transmission des connaissances, doit être vraiment au top niveau. Voilà ce qui est attendu de ce monsieur dans le cadre de l'exercice de sa profession. Être en mesure de satisfaire toutes les attentes, que ce soit celles des agences de voyage qui le font travailler, mais aussi qu'il soit en mesure de satisfaire les attentes des touristes, qui encore une fois ne sont pas des invités, mais qui sont des clients, donc qui payent ces services-là. Donc vous voyez que c'est une mission en réalité. Le métier de guide en réalité, c'est une mission, voire même un sacerdoce. Être en mesure de satisfaire toutes les attentes. Donc c'est vraiment un peu comme ça qu'on va résumer globalement ce métier. Okay. Donc quand tu dis quelqu'un qui va satisfaire des clients, donc ça doit être quelqu'un qui doit être vraiment muni de bagages intellectuels pour vraiment satisfaire un client. Donc comment doit-on choisir un guide vraiment? C'est important parce que par rapport à toutes les attentes, le guide peut-être ne peut pas tout savoir, mais il lui incombe quand même le rôle de tout savoir au moins un tout petit peu. Parce que c'est souvent un jeu de questions-réponses. Ce voyageur qui vient au Sénégal pour connaître ce pays, pour connaître ses habitants, il a un interlocuteur, c'est le guide. Alors ce dernier doit quand même être en mesure, par rapport à toutes les interrogations qui lui seront soumises, d'être en mesure de répondre convenablement. Alors ça pose le problème de la formation évidemment. Alors c'est extrêmement important, c'est pour ça aujourd'hui l'État du Sénégal, à travers le ministère du Tourisme, est en train de faire tous les efforts possibles et imaginables pour relever le niveau. Alors je vais vous dire tout simplement qu'au niveau de l'école hôtelière, à travers un projet qui est piloté par le cluster tourisme, on est en train de faire une formation à l'école hôtelière et ça va même beaucoup plus loin parce qu'à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, aujourd'hui, une formation est en train d'être préparée. Et ces guides qui seront choisis, sélectionnés pour faire cette formation, pour beaucoup d'entre eux, ont largement dépassé le cap de la licence. On en a qui ont la licence, d'autres ont un master. Donc ça va permettre de faire un nivellement par le haut. Parce qu'il faut vous dire une chose, le client qui vient au Sénégal maintenant, c'est plus celui qui venait auparavant. C'est des gens qui sont en attente de plusieurs réponses. Et ces réponses-là, encore une fois, il n'y a qu'un guide bien formé qui est susceptible, qui est capable de les donner, mais vraiment à bon escient. Voilà, donc un peu c'est comme ça qu'on va comprendre la nécessité de faire un focus sur la formation. Okay. Mais on constate qu'on va de plus en plus vers des touristes qui viennent pour un objectif bien défini. Par exemple, d'où par exemple la spécialisation par exemple, des guides par exemple.
est-ce qu'on ne peut pas avoir des guides qui sont spécialisés soit dans la botanique, soit dans la géographie, dans la faune, la flore? Est-ce que ce ne serait pas actuellement, vu ce que vous venez de dire, que c'est des touristes qui viennent vraiment avec des attentes, est-ce qu'il n'est pas question de spécialiser actuellement des guides? Vous avez parfaitement raison. Et là, vous touchez du doigt à une des demandes majeures de l'association, mais aussi des agences qui nous font travailler quand même. Et pour ce faire, effectivement, dans le cadre des formations qui sont prévues, nous sommes en attente d'une spécialisation. Parce qu'il y a des touristes qui ne viennent au Sénégal que pour la botanique. Et vous savez qu'en cette matière, nous sommes très très riches. Il y a aussi les guides animaliers. Déjà, on a un potentiel. Si vous allez à la réserve de Bandia, nous avons des collègues qui font un travail extraordinaire parce que tout simplement capables de parler des animaux en tant que spécialistes. Alors il va falloir qu'on fasse de même par rapport au patrimoine, parce que quand même il y a des gens qui viennent pour le patrimoine. Le patrimoine culturel du Sénégal, c'est un océan, c'est un boulevard qui ne demande qu'à être exploité, mais vraiment jusqu'au bout. Alors ce qui fait qu'en ce moment, effectivement, on est en attente par rapport à cette fameuse spécialisation. Parce que vous le savez, au niveau du Sénégal, les guides, ils sont catégorisés, on va dire, hein. Nous avons dans un premier temps les guides auxiliaires, donc dont le rayon d'action est limité à un cadre géographique bien déterminé. Nous avons aussi les guides dits titulaires, qui peuvent avoir un rayon d'action national. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'association, nous voulons tout simplement qu'on nous propose des guides nationaux. Parce que les guides titulaires et les guides auxiliaires sont soumis aux mêmes contraintes, ils font exactement le même travail. Donc cette nomenclature peut à la limite être désuète par rapport à la réalité du terrain. Alors en ce moment, on est en train de se battre pour qu'on fasse juste des guides nationaux et pour certains d'entre eux, on leur fera des spécialisations. Et c'est le cas par exemple au niveau des civilisations, du musée des civilisations de Dakar, où il y a des guides de patrimoine qui font vraiment un travail exceptionnel. Vous allez à Gorée, ainsi de suite, à la maison des esclaves. Voilà ce genre d'expérience que nous voulons élargir au maximum. Et là aussi, l'État du Sénégal est en parfaite harmonie, en parfaite adéquation avec les attentes et les demandes des associations, de l'association, mais surtout des agences. Ok, vous parlez d'une association. Quand on parle d'une association, ça veut dire que normalement il y a un nombre. Quel est le nombre des guides actuellement au niveau du Sénégal? Au niveau de l'ensemble du territoire, nous avons à peu près 500 guides sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, vous comptez parmi ces guides les guides titulaires, les guides auxiliaires, les guides animaliers, les éco-guides. L'ensemble fait à peu près 500 personnes. C'est quand même un groupe relativement important. On rappelle que vous êtes vice-président de l'Association nationale des guides du Sénégal, mais vous êtes aussi le président des guides de la région de Thiès et de Diourbel. En tant que président, c'est quoi votre rôle dans ce métier? Ok, alors le président, c'est le représentant, c'est l'autorité morale, on va dire. Donc à travers moi, vous avez une sorte de vitrine par rapport à tous ceux qui sont mes collègues au niveau de la région de Dakar, Thiès, Diourbel, au niveau national. Donc je suis l'autorité morale, le responsable moral de l'association. Et en tant que tel, voilà, quand il y a des invitations, quand il y a de la représentation, c'est nous qui venons parler au nom de nos collègues, qui sont toujours avec nous, parce qu'on dit qu'il n'y a jamais de mauvais président, il n'y a que des mauvais conseillers. Alors moi, mes collègues, ce sont mes conseillers. Ils ne sont pas derrière moi, ils sont à mes côtés, pour pousser, pour faire en sorte que ce métier soit connu, et surtout pour qu'on ait un statut à la mesure de ce que nous faisons dans le cadre du tourisme. Parce que je ne vais jamais cesser de le rappeler. Dans le monde du tourisme, nous avons deux fonctionnaires, deux types de fonctionnaires. Nous avons les fonctionnaires qui ont été formés à très bonne école, qui servent l'État du Sénégal à travers le ministère du Tourisme et tous ses démembrements. Ces gens, nous les appelons les professionnels du tourisme, parce qu'ils ont été à bon escient et tout le monde se rend compte que le travail qui est fait à travers le ministère et ses administrations connexes, mais on le voit sur le terrain. Maintenant, il y a les deuxièmes intervenants. C'est nous-mêmes les guides de tourisme. Et nous ne sommes pas des professionnels du tourisme, mais nous sommes plutôt des professionnels du touriste. Et c'est une nuance qui est extrêmement importante. Donc il y a les professionnels du tourisme et il y a les professionnels du touriste. Et le guide touristique, c'est vraiment le professionnel du touriste. Et ça veut tout dire en réalité. Hein. Ok. Donc en tant que président, des guides, que ce soit les guides professionnels, titulaires, mais aussi, vous couvrez aussi les guides locaux. Est-ce qu'il vous arrive souvent de descendre sur le terrain et essayer de voir comment, au niveau des guides locaux, comment ils s'organisent aussi? Oui, c'est important. Mais vous savez, guide touristique, c'est un métier
qui est régie par un décret présidentiel. Et guide touristique, toute personne titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le ministère du Tourisme. Donc dans le cadre de notre association, dans un premier temps, nous prenons en compte que les guides titulaires d'une carte professionnelle. C'est extrêmement important. Maintenant, nous avons beaucoup de collègues qui exercent la profession et qui malheureusement ne disposent pas de cette carte. Alors nous, notre travail sur le terrain, c'est d'aller à leur rencontre et de leur proposer de se mettre un peu sur le chemin de la légalité. En quoi faisant? En allant vers les inspections régionales du tourisme pour voir quelles sont les modalités pour accéder à la carte de guide professionnel. Nous, c'est notre ambition. Faire en sorte que tous les intervenants dans cette chaîne de valeur, et surtout pour ce qui nous concerne, nous guides, soient des professionnels reconnus légalement par les autorités de ce pays à travers le ministère du Tourisme. Donc voilà le travail, faire en sorte que ceux qui sont dans l'illégalité nous rejoignent avec donc une formation et surtout une carte professionnelle. C'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure de guides locaux et de cartes professionnelles. On va voir un micro-trottoir que nos techniciens ont réalisé avant de revenir encore sur le plateau. J'ai fait le test au niveau du ministère depuis novembre dernier et j'attends avec impatience de détenir la carte de guide professionnel pour pouvoir vendre l'image de mon pays. Oui, pour être un guide professionnel, il faut avoir le niveau. Selon moi, ce n'est pas la carte. La carte, ça importe peu. C'est les compétences et les connaissances qui nous intéressent. Même avec mes compétences, sans la carte professionnelle, il y a des agences au niveau du Sénégal qui m'appellent et qui me font confiance. Et moi, je ne rentre jamais avec des touristes qui auront des désagréments. Ils sont toujours contents. Quand même, moi, c'est de par mon propre intelligence, machallah, que j'ai des clients que je amène à Gorée, Lagros, Sine Saloum, partout dans le Sénégal. L'année passée, il y avait un décret que le ministère avait sorti. Et il y a beaucoup de gens qui sortaient ce jour-là, c'était un mercredi pour aller en Guénienne. Donc les policiers les ont arrêtés là-bas avec le commissaire d'Embourg. Même moi à Gorée, j'ai plusieurs fois été arrêté par les flics. Il me dit pourquoi tu quittes Mbour ici et tu n'as pas de badge. Donc là c'est interdit, c'est un décret ministériel. Je suis obligé de laisser les clients et prendre un guide de Gorée. Les gens qui sont dans les agences de voyage, ils ne sont pas plus intelligents et plus doués que nous et ni plus expérimentés. Mais tu vois des gens des autres villes qui ne connaissent rien dans le tourisme et c'est eux qui viennent avec les clients. Or que tu sens très bien que c'est toi qui connais mieux le milieu touristique qu'eux. Et donc pour moi, ce qu'ils devaient faire, c'est mettre les gens à la place qu'il faut. Les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur Lo, vous avez suivi les intervenants qu'on a eu dans notre micro-trottoir. Donc je pense qu'on va y aller petit à petit. Le premier, il a parlé concernant les cartes. Il a eu à faire les démarches, il a déposé. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que toutes les cartes sont livrées actuellement? Un premier lot de cartes a été imprimé et distribué. Alors au moment où je vous parle, il y a un deuxième lot qui est en cours d'impression et qui sera distribué sous peu de temps. Alors ça, c'est au niveau du ministère, à travers la direction de la réglementation, que ces problèmes-là sont en train d'être résolus. Et donc c'est une occasion pour nous, une belle opportunité que vous nous donnez à travers votre émission, au nom de tous les guides, de remercier les autorités par rapport à la diligence dont ces autorités ont fait preuve par rapport à la distribution des cartes professionnelles. Donc, si on reste toujours avec ce premier intervenant, c'est un gars qui dit que lui, il n'a pas de carte, mais vu ce qu'il a eu dans le temps, avec l'expérience qu'il a eue, il parvient à faire le tour du Sénégal. Comment tu trouves ça? C'est exceptionnel, moi je l'ai entendu, c'est vraiment un passionné du tourisme. C'est quelqu'un qui aime le métier de tourisme, de guide touristique par rapport à ce que j'ai vu dans le reportage. Mais là où le problème se pose un peu, et là je vais un peu empiéter sur le deuxième intervenant qui a parlé de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les Américains disent « the right man at the right place ».
l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En ce moment, nous sommes en train de voir qu'un beau travail est en train d'être fait par rapport à la réhabilitation des plages de Saly. Ce travail, pour une grande partie, est l'œuvre de personnes qui ont été à l'école, qui ont appris ce métier et qui en sont sortis de ces écoles avec le diplôme d'ingénieur. Alors moi, je me pose la question, pourquoi le métier de guide soit considéré comme étant celui pour lequel tout le monde peut avoir des compétences? Il n'est pas guide qui veut. Donc moi, j'ai vu de la passion, j'ai vu de l'intérêt, j'ai même vu du patriotisme dans le cadre du premier intervenant. Alors ce monsieur, moi je ne lui recommande qu'une seule chose, c'est de traduire sa passion en réalité. En quoi faisant? En allant vers le ministère pour voir selon quelle modalité il peut disposer de sa carte. Parce qu'à l'entendre parler, on sait qu'il a la compétence, mais surtout la passion. Mais la passion, il faut la transformer en réalité et se mettre en règle. Parce que ce pays est régi par des règles. Donc le métier de guide touristique, c'est un décret présidentiel. Quand vous sortez de ce cadre, vous êtes dans l'illégalité, quel que soit votre niveau de compétence, quel que soit votre niveau de connaissance, mais surtout, quelle que soit l'ampleur de vos envies, de vos projets pour montrer ce pays sous son meilleur jour. Donc la carte est une obligation. Et toutes les facilités sont offertes pour cela. Il y a même ce qu'on appelle la VAE, la valorisation des acquis par l'expérience, la VAE. En ce sens qu'on a beaucoup de nos collègues qui ont commencé à exercer ce métier depuis très longtemps et qui, au niveau académique, peut-être, n'étaient pas très armés on va dire. Alors pour cela, on a la VAE, la valorisation des acquis par l'expérience. Donc c'est une passerelle, bien une petite porte qui est ouverte pour permettre à ces gens de disposer de leur carte et de nous rejoindre, mais dans la légalité, telle que le ministère, l'État du Sénégal veut que le monde, que le Sénégal, que les choses du tourisme fonctionnent. Et ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse, il y a un nouveau code du tourisme qui est en train d'être élaboré et ça permettra à tout le monde de savoir sur quel pied, mais danser. Voilà. Vous avez tout à l'heure parlé de sécurité, comment dirais-je, être en règle. Cela ouvre une autre fenêtre par rapport au deuxième intervenant qui disait tout à l'heure qu'il y a un moment où le contrôle se faisait. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas de carte, ceux qui n'ont pas de carte du moins, ils sont souvent arrêtés par les policiers. Et il a dit que même quand il était à Gorée, il y a un moment où on lui a écarté et laissé ses clients continuer avec un guide qui était professionnel à Gorée. Selon vous, est-ce que ce contrôle-là ne doit pas être vraiment quelque chose de fréquent? Tout à fait. Moi, nous, on est d'accord pour que le contrôle soit fait. Quand vous conduisez votre voiture, vous avez besoin d'avoir un permis de conduire. Alors si vous conduisez sans permis, tous les dangers vous sont ouverts par rapport à vous, par rapport à tous les usagers de la route. Il en est de même pour le métier de guide de tourisme, il en est de même pour tous les métiers. À l'hôpital, on ne vous le souhaite pas, mais voilà, vous allez voir le médecin. Ce médecin n'a pas bouclé sa formation. Il vous dit, moi je n'ai été à l'école de médecine que pendant 2 mois ou pendant 2 ans. Je ne pense pas que vous seriez d'accord pour qu'il vous prescrive une ordonnance. Il en est de même pour les métiers de guide de tourisme. Donc les policiers, que nous saluons au passage, ils ne font que leur métier, ils ne font que le travail qui leur a été demandé. Et ça me permet de vous parler de la police du tourisme. On a une police touristique qui a été mise en œuvre et c'est à cette police-là que sera donc à qui on donnera le travail, le rôle, alors de faire ces contrôles. Donc c'est indispensable. Maintenant, la seule question qu'on va se poser, c'est comment contrôler. Parce qu'on ne contrôle pas un guide comme on contrôlerait le commun des Sénégalais. Moi, je suis à Gorée. J'ai quitté Saly avec une 40aine de personnes. Si au niveau de cette île, on me contrôle comme si j'avais fait quelque chose qui ne devait pas être fait, ça poserait problème. Donc ce que nous proposons, nous, c'est que le contrôle se fasse à l'entrée. Donc dès que les guides et les touristes descendent au niveau de l'embarcadère, que ce guide présente sa carte professionnelle, et là on le laisse vaquer à ses occupations pendant tout le temps que dure la journée d'excursion. Donc c'est une façon très douce, on va dire, pour faire des contrôles. Il y a des guides qui sont au niveau local et qui maîtrisent mieux leurs zones que des fois les guides qui sont des professionnels. Par exemple, on prend le cas de Joal Fadiouth qui sont bien organisés et vous, en tant que professionnel, même si vous allez là-bas, vous êtes obligé de laisser vos clients avec ces guides-là. Quel conseil donnez-vous à d'autres qui
qui sont dans ces mêmes situations. Mais vous avez parfaitement raison. Moi, vous m'avez un peu marché sur la langue. En termes de guides locaux, au jour d'aujourd'hui, au Sénégal, la référence, c'est Fadjout. Voilà des jeunes qui se sont bien organisés, qui ont été très bien formés et qui font un travail exceptionnel. Donc vous me donnez l'occasion, à travers cette émission, de rendre hommage à nos amis, à nos collègues, à nos frères guides de Fadjout. Ils font un travail fantastique. Maintenant, là où on va nous s'appesantir, c'est ce qu'on appelle le benchmarking. Copier ce qui fonctionne, copier les modèles qui fonctionnent. Alors au niveau de Mbour, on voudra bien créer cette entité, faire en sorte que les guides de Mbour fassent comme leurs collègues de Joal, qu'on mette des guides locaux, mais en ce moment la formation et le fait de détenir une carte deviennent encore une obligation. Alors aujourd'hui, avec l'inspection régionale du tourisme au niveau de Mbour, Thiès et Diourbel, Mme Camara Nenedaf, on va essayer de voir comment aider ces jeunes à intégrer le corps, mais encore une fois, dans le cadre strict de la légalité. Si on revient sur le métier de guide, qui dit guide parle de découverte. On voit que presque les guides font toujours les mêmes circuits. Est-ce que vraiment vous pensez à diversifier ces circuits-là avec peut-être l'aide de l'État ou vraiment créer d'autres sites à visiter qui pourront au moins intéresser un client qui vient fréquemment ici? Tout à fait. Là, oui, c'est important, hein, le fait que quand un touriste vient au Sénégal, il ne veut pas passer tout son séjour à l'hôtel, quelle que soit la beauté, quel que soit le soleil, la plage, il a besoin de découvrir. Alors c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Il faut encore trouver des endroits, des sites, mais les valoriser, hein, les rendre accessibles pour que ce touriste qui vient au Sénégal une fois, deux fois, trois fois, puisse faire de la véritable découverte. Et en ce moment, au niveau de la formation qui va démarrer bientôt au niveau de l'université Gaston Berger, on va former des jeunes à ce métier-là. Comment tracer un circuit? Comment faire qu'un circuit soit intéressant? C'est un métier. C'est un métier et là, au niveau de l'université, ces jeunes vont acquérir ces compétences et la demande à laquelle dont vous venez de faire part sera satisfaite. C'est extrêmement important, faire en sorte que le Sénégal soit visité dans ses coins et ses recoins. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le mystère alors, des appartenances culturelles. Il n'est pas dit que tout ce que nous avons comme potentiel, comme patrimoine, soit accessible à tous les touristes. Alors, ce qui fait qu'une autre étude, un autre travail va être fait, on appelle ça la mise en tourisme. Le fait que des pans entiers de notre culture, qui peut-être ne sont pas très accessibles aux touristes, on parle souvent du NDEP quand vous allez avec vos touristes assister à une séance de NDEP à Rufisque, mais le touriste, il est ébahi parce qu'il est en face d'un phénomène qui lui est totalement étranger. Alors comment faire pour rendre ce NDEP et tous les autres éléments de notre patrimoine plus ou moins inaccessibles soient plus ouverts aux touristes? Alors c'est ce qu'on appelle la mise en tourisme. Et là aussi au niveau des universités, les enseignants, les professeurs de tourisme sont en train de s'appesantir là-dessus par rapport à leurs enseignements vis-à-vis de leurs étudiants. Donc c'est un boulevard qui s'ouvre. Bientôt, tous les sites du Sénégal seront déjà classifiés, répertoriés d'abord, classifiés et surtout mis à la disposition des agences de voyage. Donc on a beaucoup parlé de tourisme, de guide, de tout ça, mais d'après ce qu'on vient de dire, on voit que vous, en tant que guide, vous rencontrez souvent des difficultés. Et peut-on savoir vraiment quelles difficultés que vous, en tant que guide, vous rencontrez, et vous et votre association? Alors la première difficulté, je pense que c'est celle que nous partageons tous. On ne peut pas faire du Sénégal un pays à vocation touristique, une destination touristique majeure dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous savez tout ce qu'il y a comme perspective dans le cadre du tourisme, mais sans prendre en compte la dimension environnementale. Au Sénégal, malheureusement, nous avons des sacs en plastique, des gobelets en plastique qu'on voit un peu partout. Et là, c'est un point en moins. Alors, si des efforts pouvaient être faits pour que ce pays soit un peu plus propre, parce que les Sénégalais sont propres. Quand les touristes viennent, ils nous disent on a la chance de visiter un pays où les gens sont très accueillants, sont très ouverts. On parle de la fameuse teranga sénégalaise. Mais là où le bas blesse, c'est toujours qu'on a un peu de l'insalubrité à laquelle nous faisons face.
Donc, qui dit aussi difficulté va parler un peu des projets. Quand on dit projet, il faut aussi y penser, y inclure, comment dirais-je, le rajeunissement. Il faut rajeunir ces guides parce que ces guides sont appelés à être âgés et vraiment il faut que vraiment la nouvelle génération puisse prendre le relais. Comment vous pensez faire? Donc là, c'est une belle question parce que la relève, elle est en train d'être préparée. Je vous ai parlé de ces formations qui ont eu lieu à l'école hôtelière et à l'université Gaston Berger. Donc nous avons un pas, disons, vers la retraite. Alors la seconde génération est en train d'être formée. Donc sur ce plan-là, il n'y a aucune inquiétude. L'État du Sénégal a mis tous les moyens en œuvre pour que une nouvelle génération émerge avec une façon de faire qui est beaucoup plus en adéquation avec les demandes de l'heure. Le fait de parler plusieurs langues, parce qu'aujourd'hui nous recevons énormément de touristes qui viennent d'un peu partout. Et ces gens souvent demandent qu'on leur parle dans leur langue maternelle. Ce n'est pas très évident, mais au moins l'anglais, l'espagnol, et là on est en train d'en former. Alors ça, c'est l'une des perspectives majeures. Maintenant, on ne va pas laisser en rade ceux qui sont encore sur le terrain. Alors pour beaucoup d'entre eux, à chaque fois que vous voyez un guide, c'est un projet qui marche. Alors à ce niveau-là aussi, il y a deux créneaux. Il y a ce qu'on appelle le crédit hôtelier. C'est un fonds qui est disponible au niveau du ministère du Tourisme. Il y a aussi ce qu'on appelle le microtourisme, c'est toujours dans le même créneau. Alors tout guide qui veut aspirer à une autre carrière, mais surtout une carrière de chef d'entreprise touristique, l'État a mis tous les moyens qu'il faut pour parvenir à ce résultat-là. Monsieur Lo, on va parler d'une question qui est un peu... ça c'est vraiment un atout, un don que les guides ont. Les guides, ils arrivent à faire un peu le tour du Sénégal et ils font souvent des villages. On voit des fois dans des villages où les gens nous disent que grâce à ce guide, on a eu une case de santé, on a eu beaucoup de choses que vraiment les guides ont été des facilitateurs entre les touristes et la population. Comment les guides parviennent à faire ça? Tout à fait. Là c'est une des dimensions de notre métier. Le guide est un agent économique et social. Quand nous amenons nos touristes visiter les villages et autres, on leur fait comprendre que vous êtes dans un pays qui aspire à aller de l'avant. Mais malheureusement, souvent les moyens font défaut. Alors pour beaucoup d'entre eux, il y a des âmes sensibles qui disent, écoutez, nous, on est prêts à apporter notre pierre à l'édifice. Alors c'est comme ça que les guides, sur l'ensemble du territoire national, ont été à l'origine de la création d'un nombre incommensurable d'écoles, de salles de classe. On a fait des puits partout. On a parrainé, on a fait beaucoup d'activités qui, sur le plan social et économique, ont eu des résultats très probants. Je vous donne juste un exemple. Quand vous faites construire une école, c'est déjà l'aspect construction. On va mettre le maçon qui va travailler, le menuisier va travailler, le plombier va travailler, le couvreur va travailler. Ça, c'est un premier aspect. Quand vous construisez une école, vous ne vous contentez pas de mettre 4 murs, il va falloir y mettre des élèves. Pour que les élèves entrent, il va falloir que le tailleur fasse les vêtements. Pour que ces élèves-là aient un bon enseignement, il va falloir que l'État du Sénégal recrute un enseignant. Donc vous voyez que c'est multidimensionnel. Quand le guide fait très bien son travail, c'est le peuple sénégalais dans son ensemble qui en profite. Parce que les ingénieurs, les guides touristiques, les docteurs, tous ceux qui sortiront de ces écoles que nous avons fait construire, vont participer au développement de ce pays. Okay, donc, Monsieur Lo, on va bientôt terminer l'émission. Je pense que vous avez un mot de clôture avant la fin de l'émission. Mais le mot de clôture, comme vous le dites, c'est un mot, c'est juste un mot, c'est merci. Merci par rapport à cette vitrine que vous nous offrez. Alors par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à ce métier qui est encore une fois très méconnu des Sénégalais. Donc nous vous remercions au nom de tous les collègues, au nom de tous les guides, de nous avoir donné à travers cette belle émission, dans ce beau cadre, alors de nous exprimer par rapport à ce métier, à ce beau métier. C'est un beau métier parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes du Sénégal aspirent à aller vers de nouveaux horizons. Alors il n'est donné qu'au guide touristique de rester tranquillement chez lui et de recevoir le monde.
Merci Monsieur Lo d'avoir répondu à notre invitation. Donc nous vous remercions beaucoup. Donc nous vous rappelons que nous avions comme invité Monsieur Lo, le président de l'association des guides de la région de Thiès et de Diourbel. Il est aussi le vice-président de l'association nationale des guides du Sénégal. Donc nous avions comme thème le guidage. Nous remercions le directeur de l'hôtel Royam Sali avec tout son personnel qui nous ont accueillis dans ce beau cadre. Nous remercions aussi M. Omar Ndiaye, un styliste qui nous a accompagnés dans l'habillement. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.